Amis auditeurs de Radio M, bonjour, le Café des experts économiques est de retour pour la troisième édition de cette nouvelle saison. Alors, je ne saurais pas dire si c'est la cinquième ou la sixième. Et nous sommes à trois sur le plateau. Nous sommes très heureux de vous retrouver avec le retour de Ali Harbi qui était absent la fois passée, hein, toujours expert, consultant auprès des entreprises, donc par moi et par vous, très souvent. Avec Reda Amrani, inusable, toujours avec nous. Le Baraka, ça fait toujours plaisir, Reda. Merci. Merci d'être là tous les mardis, une fois sur deux, hein, quand nous avons notre rendez-vous. Et nous rejoint le journaliste économique spécialiste Hassan Haddouche. Merci d'être avec nous. Ancien consultant sur le CEE des débuts, qui est parti pour des raisons qu'on ignore, hein, mais il nous fait l'amitié de nous rejoindre de temps en temps. Et nous allons aborder avec vous, amis auditeurs, l'année 2023, enfin, se projeter un petit peu avec cette question, est-ce que Al-Majid Tebboune, est-ce que le gouvernement se trompe sur la conjoncture de 2023? Pourquoi cette question? Je vais juste dérouler le menu devant vous, parce que nous avons eu le sentiment, nous en avons parlé déjà le 21 juin, il y a une manne supplémentaire, merci la guerre en Ukraine, entre guillemets, d'à peu près 20 milliards de dollars en 2021, on va voir en 2022, on a le sentiment que les finances publiques sont pilotées, sont gouvernées, de sorte qu'en 2023, on aura encore un excédent dans la balance des paiements, un excédent dans la balance commerciale, dû à un prix du pétrole très élevé. Problème, c'est pas certain, on va l'aborder en première question. Il n'est pas du tout certain qu'on ait la même manne en 2023. Il y a même des inquiétudes pour que ce ne soit pas du tout le cas. Et donc, de voir que le gouvernement, que Al-Majid Tebboune, notamment dans sa réunion avec les Wali, se projette pour une année 2023 où on peut dépenser beaucoup, on peut continuer à soutenir la demande, nous pose problème. Et donc, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un mal d'onde sur cette conjoncture? Et au-delà, peut-être, sur d'autres paramètres, on le développera durant cette émission. Donc, la première question que je vais vous poser, nos amis, dans la continuité un petit peu de la fameuse émission du 21 juin dernier où on a eu deux points de vue un peu tranchés, celui de Hassan Haddouche et celui de Reda Amrani. Est-ce que la conjoncture de 2023 vous inspire confiance? Est-ce que le prix du pétrole va nous permettre de maintenir un niveau des dépenses aussi élevé? Je rappelle, juste avant que vous puissiez répondre, la dernière étude de l'OCDE sortie le 26 septembre dernier pronostic 2,2 à l'échelle mondiale, donc de croissance. Donc c'est un recul à peu près 1 point par rapport aux prévisions d'il y a 6 mois. Et puis surtout dans la zone de nos clients en Europe, carrément une récession sur au moins 2 trimestres en 2023. Une récession qui serait entraînée par l'Allemagne, essentiellement par l'Allemagne, parce que l'Allemagne ne pourra pas produire autant à cause du gaz russe qui va manquer, à cause d'une problématique énergétique. Mais pas seulement, il y a la remontée des taux aussi qui fait qu'en Europe, quand on va lutter contre l'inflation, on va accélérer la décélération de l'économie. Donc, je commence par toi, Reda. Reda, tu nous avais proposé le scénario gros sous-investissement durant les années de pétrole pas cher. Et donc, l'offre va nécessairement rester en dessous de la demande, donc des prix au-delà de $100. Ce scénario risque d'être, il est déjà remis en cause. On est à $88 aujourd'hui, mardi, 4 octobre. On est à 88 pour le Brent. On est déjà très en deçà de la prévision que tu avais faite le 21 juin. Je ne suis pas un spécialiste des hydrocarbures, mais il faut le dire, la conjoncture n'est pas si mauvaise que tu la présentes pour notre pays en 2023. Et je vais le dire, nous sommes avant tout un pays gazier. Et il est prévu que nous allons produire, c'est les chiffres donnés par Sonatrach cette semaine, 140 milliards de mètres cubes de gaz que nous allons vendre en 2023. Ça veut dire qu'il y a dans les 16 milliards de mètres cubes de gaz en plus. Nous allons donc exporter. On va exporter 90 milliards de mètres cubes de gaz. L'Algérie n'a jamais exporté 90 milliards. Jamais. Hein. Même depuis l'époque où tu... Je te donne le chiffre annoncé par Sonatrach et je ne suis pas un spécialiste des hydrocarbures. Mais non, on a exporté 37 milliards en 2021. Mais laisse-moi parler. Mais enfin, je te donne des chiffres pour étayer mon argumentation. Mais non, on est sérieux. Je suis sérieux. C'est une émission d'experts. C'est-à-dire que si Sonatrach vient nous dire j'exporte autant que Gazprom, on va dire l'année prochaine on a autant que Gazprom. Mais non, pas Gazprom. Mais à ce chiffre, c'est Gazprom. Non, 90 milliards. On n'est pas loin de Gazprom. Ils annoncent 90 milliards. De production? Non, d'exportation.
C'est ça le chiffre que j'ai. Je suis sérieux quand je dis ça. Reprends la littérature algérienne de son attraque. C'est pas la mienne, je n'ai rien inventé. Non, mais nous, on n'est pas là pour reprendre les chiffres. On est parti de 135 milliards de production. Et 125 à 135. En 2022, ils ont fait des efforts pour faire le revamping et surtout les petits gisements maintenant arrivent tous à Hassermel, les gisements du sud-ouest. Ce que j'essaie de te dire, je suis pas. Si notre ami Preur était là, il aurait. Non, notre ami Ali Hachad qui écoute cette émission régulièrement, il va venir passer. Il doit être en train d'hurler, de sauter dans son divan. Qu'il saute, mais je donne les chiffres de son attraque. Moi, je ne suis pas un gars qui va dire son attraque, c'est des menteurs. Okay. Ah si, s'ils disent ça, c'est des menteurs. Moi je le dis. Moi je le dis, s'ils ont dit ça, c'est des menteurs. Mais restons-en là. Maintenant, concernant le pétrole, il y a l'OPEP qui va retirer 1 million de barils jour. Il va y avoir la demande mondiale actuellement en pleine récession, au début de la récession, elle tourne autour de 100 millions de barils jour. Et il n'y a pas assez de pétrole pour satisfaire ça. Et en plus, toutes les centrales électriques du monde occidental, moi je ne parle pas parce qu'il n'y a pas que le monde occidental, vont se tourner vers un usage intensif de fuel pour faire tourner leurs centrales en l'absence de gaz naturel russe. Donc, il va y avoir une tension sur la demande des produits raffinés et il y a un sous-investissement dans le raffinage. Résultat, il va y avoir une tension sur les produits qui majeurs. Alors, ce que tu proposes, Reda, tu vas pouvoir, c'est qu'il peut y avoir la récession dont on parle, le ralentissement de l'économie mondiale et la récession dans la zone euro, mais pour les raisons que tu cites, il y aura une déconnexion entre le marché pétrolier et cette récession. À l'inverse de l'habitude. Mais parce que c'est ce que tu proposes. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe n'est pas le centre du monde en termes économiques. Le centre du monde en termes économiques, le barycentre, il était dans le Pacifique, maintenant il est presque dans l'Asie. Il est chez les gens de Shanghai, il est chez la Chine. Oui, mais si les clients de l'Asie n'achètent plus. Comment ça n'achète plus? Comment ça n'achète plus? Ils sont en pénurie d'électricité pour leur activité économique principale. Ils ont besoin de faire tourner leur centrale électrique. Avec quoi ils utilisent le charbon. Ils n'ont pas le nucléaire. Ils n'ont pas le solaire. Avec quoi ils vont faire tourner leur usine? Un bon prix du pétrole en 2023 un prix correct, je dis un prix correct qui va tourner autour de 110 avec le retrait d'1 million de barils et l'absence d'investissement et dans le raffinage et dans l'industrie des hydrocarbures. J'ai une conjoncture en 2023 que j'ai eu tendance à peut-être trop noircir au regard de Reda. Ton avis? Oui. Bon, moi, les chiffres que j'ai, c'est pas du tout ceux de notre ami Amrani. Moi, les chiffres que j'ai pour 2021, c'est une production 2023 non, déjà 2021, c'est les chiffres officiels qu'on a. C'est les seuls chiffres officiels qu'on a. 2021, officiellement, la production de gaz de Sonatrach commercialisée, c'est peut-être pour ça qu'il y a une différence entre vous. La production commercialisée, c'est 103 milliards de mètres cubes. La production commercialisée, 103 milliards de mètres cubes. Il y a 54 qui ont été exportés et 49 qui ont été consommés localement. La production brute, c'est plus, c'est peut-être 140 dont vous parlez. C'est peut-être 140 parce qu'il y a réinjection. La réinjection. Réinjection. Mais la production commercialisée, ça c'est des chiffres de 2021, c'est les seuls chiffres officiels qu'on a parce que c'est les seuls, je veux dire, il n'y a que 2021 qui est terminé. Bon, 2022, on ne sait pas. 2021, c'était déjà beaucoup. C'était déjà beaucoup, ça représentait une progression en termes d'exportation, ça représentait une progression de 40% par rapport à 2020. Donc c'était déjà une performance. C'était un redressement très 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 important. Pour le pétrole, c'est un peu moins. On est à 54 milliards de mètres cubes exportés, c'est quand même... C'est beaucoup plus que 2020, beaucoup plus que les années précédentes, mais c'est beaucoup moins qu'il y a 10 ans où on exportait, disons, 65 milliards, etc. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a un rééquilibrage entre les exportations et la production locale. La production locale continue d'augmenter très vite et on est pratiquement, maintenant, on n'est pas loin de 50-50. Donc, bon, ça pose ce problème-là. Alors, en 2022, comment dire, pour le pétrole, c'est pareil, on est à 1 million de barils jour maintenant, on était à 900 000 il y a quelques temps, on est à 1 million maintenant, en 2022 on va être à peu près à 1 million. On était à 1,4 million il y a 10-15 ans. Donc là aussi la tendance est voilà. Bon, alors qu'est-ce qui se passe en 2022? En 2022, il semble
Les 2 premiers trimestres, il semble que la production a, a stagné par rapport à 2021, d'après les chiffres que j'ai lus, moi, dans différentes études. Et il semble que depuis les engagements qu'on a pris avec les Italiens en particulier, la production continue à augmenter par rapport à 2021. C'est-à-dire qu'on va probablement aller au-delà des 54. Peut-être, hein, il n'y a pas de chiffre officiel sur 2022, on ne sait pas. Mais ça c'est des paramètres de volume. Voilà. Alors, le paramètre prix. Paramètre prix, bon, on a eu un premier trimestre autour de 80 $, 85 $, chez Bon. Un deuxième trimestre très très élevé avec un pic à 130 $. Un troisième trimestre où les prix sont restés élevés mais moins élevés, autour de 100 $. Et puis maintenant, on revient au quatrième trimestre à peu près au chiffre du premier trimestre. C'est-à-dire qu'on on revient à peu près. Et donc, la projection pour 2023, c'est ce que c'est. La projection, c'est plutôt chez les prix actuels. Je pense que les prix actuels, c'est-à-dire entre 80 et 90 $, ils semblent arranger beaucoup de monde. Et je pense qu'il va y avoir. La récession aidant, disons, la récession en tout cas dans les pays occidentaux aidant, je pense que les prix de 80, mon pronostic c'est que les prix de 2023 seront moins élevés que les prix moyens de 2020, que les prix moyens de 2022, qui vont être très élevés, qui vont être proches de... Ce qui est important de souligner, c'est que en 2021, le prix moyen du baril de pétrole algérien était 75 $, à peu près, entre 74 et 75. Ça nous a procuré à peu près 33, les chiffres varient entre 32 et 34 milliards de dollars de recettes extérieures, pétrolières extérieures. Cette année, tout le monde annonce un peu plus de 50. Là aussi, les estimations sont variables. On va probablement atteindre 50, certainement. Certainement, y compris avec les prix actuels qui sont dans cette tranche-là, entre 85 et 80. Alors, à chaque fois, j'ai envie de dire réunion, dans cette émission du 21 juin, Ali Harbi s'était refusé de se prononcer sur la prospective du prix du pétrole en disant qu'il y avait toujours des incidents. Je reste toujours sur la ligne. Mais quand même, si on évoque l'activité et la demande... Par exemple, tu étais le premier à nous dire, attendez, la crise, c'est surtout les entreprises qui vont encaisser le manque d'approvisionnement en gaz, et donc il va y avoir une récession par l'absence des fournitures, avant même de rentrer dans la problématique de l'inflation, de la remontée des taux qui risque de réduire le crédit, etc. Et ça, aujourd'hui, maintenant, on a vu les sabotages de Nord Stream 2 et 1, et donc on est dans un scénario relativement très tendu, qui fait qu'en Allemagne, aujourd'hui, on se prépare à une vraie récession. Oui. Est-ce que ça ne va pas quand même tirer beaucoup plus bas que ce qu'on pense, les tarifs, et donc nos projections pour 2023 ne sont pas les bons. J'ai tendance à réfléchir un peu en dehors de la boîte sur ces questions-là. Je ne veux pas m'engager dans des débats, sur des débats chiffrés. Pourquoi ? Pour quelle raison ? La première raison fondamentale, c'est que, supposons qu'on ait 2 ou 3 ans au-delà de 100 $. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait impacter les politiques de court terme ? Non, ça devrait être de l'argent mis de côté. Ça veut dire que la question fondamentale pour l'économie algérienne, c'est d'arrêter de raisonner du point de vue recettes pétrolières égale dépenses publiques. C'est l'erreur qu'a fait Bouteflika pendant le régime. Il a emmené l'Algérie dans le mur par ce raisonnement-là. C'était la même chose sous Chadli pendant les 4 premières années des années 80. Tant qu'on a de l'argent, on le claque. Il faut arrêter ce raisonnement-là. Moi, je pense qu'un pays comme l'Algérie peut très bien assurer un développement très raisonnable avec 70 $ le baril. Très largement. En arrêtant les problèmes qui gangrènent l'économie algérienne, qui sont les surcoûts, la mauvaise gestion, la corruption, les compromissions avec les puissances sur les rétrocommissions, etc. Parlons franchement un petit peu. Donc aujourd'hui, quand moi je constate que sur la période Bouteflika, on nous annonce que la moitié de l'argent consacré, entre guillemets, au développement, c'est-à-dire les investissements, ce qu'on dit, les 1000 milliards, mais je ne sais pas si c'est 1000 ou 1200 ou moins, j'en sais rien. Bon, je ne vais pas m'aventurer sur les chiffres. Il y a eu 200 000 morts durant la guerre civile. Voilà, donc c'est des chiffres qu'on balance comme ça. C'est des chiffres un peu gonflés, estimatifs ou comme ça. Mais moi, tout cet argent, il y a quand même beaucoup d'argent qui a été injecté, mais la moitié est partie en fumée. Regardons la vérité.
Enfin, en fumée. En fumée, oui. Ça s'est évaporé. Du point de vue du citoyen algérien, c'est de l'évaporation d'argent. Donc, du point de vue des gens qui ont mis ça dans leur poche, c'est autre chose. Et moi, j'ai regardé des chiffres, insider, on nous dit que tout le monde est content d'avoir eu beaucoup de logements, mais les logements ont coûté 3 fois le prix de la réalisation. C'est une arnaque monumentale. Le logement social dans ce pays, c'est une arnaque monumentale pour l'intérêt du pays. Donc pour moi, je pense que ça ne sert à rien de discuter est-ce que c'est 90 ou 100 ou 110. Si on a une bonne gouvernance, on s'en sort à 70. Et on fait des politiques à 70 et le reste, on le met pour les générations futures sur des investissements longs. Pour moi, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas un débat pour moi, l'histoire de est-ce que c'est à 80 ou à 85. Franchement, ce n'est pas un débat. Maintenant, revenons à la conjoncture internationale. Pourquoi en juin, je disais qu'il y a trop de paramètres, il y a trop de variables. Et donc, il ne faut pas du tout s'aventurer sur des projections. On a une variable, est-ce que la Chine va redémarrer ou bien elle va continuer sur sa stratégie de réduction de voilure? Parce qu'ils sont en train de restructurer leur économie, ils sont en train de monter en gamme et donc ils sont allés sur du propre. Qui dit aller sur du propre, c'est consommer moins de pétrole et moins de gaz. Enfin, être plus efficace, ce n'est pas moins dans l'absolu, c'est relativement moins. On n'en sait rien, on va attendre le congrès du Parti communiste pour voir quel sens ils vont donner. Est-ce qu'ils veulent redémarrer à 2 chiffres ou bien ils vont se dire, comme ça a été les 2-3 dernières, même avant le Covid, ils ont dit on va y aller plus doucement parce qu'on a besoin de se consolider plutôt que de continuer à croître. Que va faire l'Inde? On n'en sait rien du tout aussi. Est-ce que l'Inde va pouvoir avoir une stabilité politique? On parle des politiques énergétiques. Hein. Oui, mais la politique énergétique est toujours sous-jacente aux politiques industrielles, aux politiques publiques elles-mêmes. Donc, l'Inde, est-ce que l'Afrique va tomber dans la spirale des guerres civiles, puisque là, on est en train de programmer quelque chose de monumental pour l'Éthiopie, ils sont en train de casser ce pays-là, alors que c'est vraiment là où il y a un relais de croissance pour tout le continent, eh bien, les gens ne laissent pas faire. Et donc, voilà des inconnus majeurs qu'il y a à l'échelle globale. Ce sont des inconnus, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. L'autre paramètre, maintenant, revenons aux histoires d'inflation. L'inflation, ce n'est pas la guerre en Ukraine. L'inflation, ce n'est pas la guerre en Ukraine, ce sont deux sujets distincts. L'inflation, elle a commencé avant, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Rappelons-le, pendant le Covid, on a injecté beaucoup d'argent, et au même moment, la consommation s'est arrêtée parce que les gens ne sont pas allés en vacances. Alors imagine, les Américains qui ne vont pas en vacances, les Européens ne vont pas en vacances, les Chinois ne vont pas en vacances, les Russes ne vont pas en vacances, les Japonais ne vont pas en vacances pendant presque 3 ans. C'est de l'épargne oisive quasiment. Les gens ont parlé de 5 000 milliards de dollars. Quand elle est revenue sur le marché, l'offre n'était pas là parce que et ça revient sur le marché et c'est normal que ça va en spéculation, ça crée donc les Américains, ils ont dit stop, on va ramasser tout cet argent-là, on va augmenter les taux d'intérêt. Ça crée donc une explosion des bulles. Et ça, les bulles sont en train d'éclater, notamment en bourse. Donc la bourse américaine va plonger, le crash et là, il arrive, il va entraîner la bourse européenne. Ça, ensuite, on a la guerre en Ukraine. Dernier venu, comme on dit dans l'équation, c'est la guerre en Ukraine. Et sur la guerre en Ukraine, je crois que là, il faut bien revenir maintenant aux paramètres de très court terme. Ça veut dire qu'effectivement, la guerre est en train de durer. Les Russes n'accepteront pas une défaite, les Européens et les Américains, puisque maintenant c'est les Américains qui sont sur le front, c'est leurs armes et tout ça, ils sont directement sur le front et ils ne vont pas admettre aussi une défaite. Donc tant qu'il n'y a pas un deal, comme on dit, la guerre va continuer et derrière cela, la pression, l'arme gaz, elle va continuer à être utilisée et on va arriver à des ruptures physiques. Et on y est déjà. Des ruptures physiques, ça veut dire que ce n'est pas question de prix, il n'y a pas. Et donc les gens s'arrêtent. C'est tout. Il n'y a pas, on s'arrête. Et les Allemands sont en train de le faire, ça va venir en France, en Grande-Bretagne, c'est vraiment dramatique, alors que c'est un pays qui est gazier aussi, ne l'oublions pas. Et donc, je crois que je maintiens ma position pour dire, à part ce paramètre ukrainien qui nous permet de dire, oui, sur 2023, la guerre va très probablement continuer, la tension gazière va continuer, mais sur les autres paramètres, franchement, on ne peut pas. C'est pour ça que moi, je reviens toujours à cette question-là, qu'est-ce qui concerne l'Algérie? Sur ce qui concerne l'Algérie, je crois que, encore une fois, la question n'est pas de dire est-ce que c'est à 100 ou c'est à 80. On s'en fout. La question, c'est qu'on peut très bien faire des politiques raisonnables, des politiques publiques raisonnables, avec une approche budgétaire plus ramassée, et en étant, j'aurais voulu qu'on inscrive ça dans la Constitution, qu'on crée un fonds
souverain pour les générations futures. Pour tout ce qui est dépassement, un peu, On a 25 ans de retard. on ne permet pas au gouvernement, excusez-moi l'expression, de claquer l'argent des pics pétroliers ou gaziers ou des pics de revenus. Et ça, c'est très important. Et donc, à partir de là, moi, je crois que l'année 2023, et je rejoins un peu ce que disait Reda, elle ne se présente pas d'une manière aussi risquée que ça si on a une politique raisonnable. Donc, bien sûr, le gouvernement, parce que là, on a des phrases encore, on dit on va augmenter la dépense publique. Allez, mais de combien si on a une politique raisonnable. En fait, le but de cette émission, c'est qu'en fait, on ne peut pas ne pas regarder ce que veut faire le gouvernement. On ne peut pas ne pas regarder parce que ça engage les finances publiques, engage l'avenir. C'est l'argent qui continue d'être claqué. Oui. Et donc, ma question, c'était quand il y avait une manne, qu'est-ce qu'on fait avec ? Est-ce qu'on en profite pour se désendetter ou est-ce qu'on soutient la croissance en priorité en soutenant, d'ailleurs dans la croissance, qu'est-ce qu'on soutient en premier? On soutient, Reda proposait de soutenir la demande solvable, avec, il y avait une proposition, Tebboune ne l'a pas écouté, supprimer l'IRG pour tous les salaires en dessous de 60 000 dinars, on en est à 30 000, on n'a pas été aussi loin. Donc la question, elle est entière. Et aujourd'hui, quand tu dis on s'en fout, c'est pas le plus important, etc. Si, un petit peu quand même, parce que si on parle. C'est beaucoup, vous allez vous poser des questions. Je vais être poli. C'est-à-dire que là, notre ami a posé une question. Il dit si on faisait une politique raisonnable, il faudrait faire une politique raisonnable. Mais la politique, elle est déjà là. C'est-à-dire on la connaît déjà, elle n'est pas raisonnable. C'est-à-dire qu'on a déjà les chiffres, ils ont déjà été. Les chiffres de 2021, on les a. Les chiffres de 2021, les chiffres officiels. En 2021, le baril de pétrole, il était à 75 $ en moyenne. On a fait un déficit budgétaire gigantesque de plus de 10% du PIB. 10% du PIB. Je suis en train de dire. Mais vous posez la question. Voilà, vous posez la question. Vous dites est-ce qu'on est raisonnable? On n'est pas raisonnable. On n'est pas en 2022. En 2022, il faut s'arrêter pour dire qu'à 75 $, on devrait s'en sortir. Le fait qu'on mais vous avez des lois de finances, vous avez des lois de finances. Les lois de finances, il y a une loi de finances 2022, on est à la fin de 2022. En 2022, on va, le baril de pétrole, il va être en moyenne proche de 100 $ probablement. Proche de 100 $, c'est un niveau très très élevé, 100 $. On l'a pas eu depuis 2014. Etc. Et on va avoir encore un déficit budgétaire important. Pas très important, il ne sera pas du niveau de 2020 ou de 2021, il ne sera pas gigantesque, mais il sera encore important. C'est-à-dire que même avec un... Hassan, je vais vous poser la question autrement. Même avec un baril de pétrole à 100 $, on a encore un gros déficit budgétaire. Hassan, je voudrais préciser une chose, c'est qu'on est le seul pays de l'OPEP qui continue d'avoir un déficit budgétaire avec les prix actuels en 2022. C'est important, très important. On est le seul, avec l'Iran. Avec l'Iran. La question que j'ai envie de vous poser, pour faire un zoom arrière, c'est est-ce que ce choix de maintenir une politique de soutien de la demande dans un contexte comme ça et de laisser filer les déficits, est-ce que c'est un choix stratégique parce qu'on pense que ça va avec la politique de substitution aux importations des entreprises algériennes qui vont produire et qui vont trouver un marché, ou est-ce que c'est tactique et c'est lié à la volonté de l'équipe de Tebboune de faire un deuxième mandat, et donc on est rentré dans la réflexion tactique et politicienne des années Bouteflika où on faisait cela, sachant que au bout du bout c'est pas toujours ça qui est décisif, parce que les gens peuvent ne pas aller voter, mais on fera quand même passer le président en cours. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a replongé dans les années Bouteflika où on achète la paix sociale, on pense pouvoir l'acheter pour pérenniser le jeu? Parce que les éléments de stratégie, il n'y a pas de discours, il n'y a personne, c'est pas Khelef à la présidence qui va venir nous faire un discours sur voilà la stratégie, on soutient la demande dans le but d'eux, etc. Il y a eu ce débat, je vais finir avec ma question, il y a eu ce débat à l'époque du début des années Bouteflika, quand le cours du pétrole a commencé à se redresser et que les syndicats demandaient un alignement des salaires. Abdelatif Benachnou, je me rends compte qu'on le cite beaucoup dans cette émission, ministre des Finances à l'époque, il disait si on augmente les salaires, ce sont les exportateurs étrangers vers l'Algérie
Ce sont nos fournisseurs qui vont en profiter parce que l'appareil de production en Algérie n'est pas suffisamment ample et donc on va en fait subventionner, soutenir les exportateurs étrangers. Aujourd'hui, ce soutien à la demande du Motoun Verreda, parce qu'il est là, Abdelmajid Tebboune n'a fait que ça, hier Ben Abdelrahman n'a fait à peu près que ça, on n'a pas parlé de comment relancer l'économie, on n'a pas parlé du crédit aux investissements, aux entreprises, on n'a pas parlé du climat des affaires, on parle c'est bien, de soutenir le pouvoir d'achat, mais est-ce que ça peut faire une politique économique ou est-ce que c'est juste tactique pour rentrer dans les calculs du deuxième mandat? Pour soutenir une politique économique, il y a deux outils principaux quand on veut faire de la croissance. C'est développer le pouvoir d'achat et investir massivement dans le productif. Aujourd'hui, on investit massivement dans l'immobilier, dans les équipements. Il ne faut pas croire qu'on n'a pas investi. On n'a pas investi, comme l'a dit Ali, avec beaucoup d'efficacité, mais on a atteint au cours des 7 ou 8 dernières années. C'est un chiffre, je n'ai pas pu le vérifier. Il y a 45% de part du PIB qui est investi en Algérie. C'est énorme, mais pas dans l'appareil productif. Dans les infrastructures, mais il y a un chiffre de 45% dans les rapports de l'OCDE qui donne ça en Algérie, ce qui est énorme. Comment on calcule ça? J'ai essayé, je te le dis. Je n'ai pas la part de, comment on appelle ça, la FBCF, la formation brute de capital fixe, c'est-à-dire les investissements réels. Ce n'est pas les investissements dans le vide. C'est ce chiffre. Je n'ai pas eu le temps de le vérifier, je t'assure. Je t'assure. Mais je réponds à sa question. J'ai le droit de répondre. Donc, on parle de ça. Aujourd'hui, je t'ai dit, il y a les deux outils pour la croissance et parlant du pouvoir d'achat. Ma question, ce n'était pas celle-là. Mais laisse-moi. Tu réponds à ma question, c'est pas celle-là. Ma question, c'est est-ce que Tebboune fait du Bouteflika? Est-ce qu'il est en train d'acheter un deuxième mandat ou est-ce que c'est une stratégie qui va à long terme? C'était ça ma question. Et il y a du politique dans ma question. Non, je fais de la politique. Est-ce qu'il est en train juste tactiquement d'acheter un deuxième mandat ou est-ce qu'il nous propose une stratégie intégrée? Ce n'est pas une tactique, c'est une nécessité. Si tu lis encore, le salaire moyen de l'Algérien aujourd'hui, il est inférieur à celui du salaire moyen des voisins, quelle que soit la nature des statistiques des voisins. Bon, le pouvoir d'achat en Algérie, si tu veux, le coût de la vie, la subvention de l'énergie, beaucoup de choses font que les choses... Mais aujourd'hui, il y a un rattrapage salarial qui n'a pas été fait depuis 2012. Et donc, tu ne vas pas maintenant laisser cette bombe exploser, que tu fasses du Bouteflika ou de quoi que ce soit, un responsable politique est obligé de redresser la barre. Nous, on a voulu donner comme réponse la réalité. Pour pouvoir vivre décemment, en dessous de 60 000 dinars mensuels pour un chef de famille, c'est impossible de vivre. Donc, il fallait déjà commencer à toucher à l'IRG pour les gens qui atteignent 60 000 dinars. C'est une manière comme une autre d'augmenter leur pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat aujourd'hui, revenons à ça aussi, quelle est sa répartition? À 60-65%, c'est de la nourriture. C'est terrible. Et la nourriture, à 75%, elle est produite localement, puisque les fruits et légumes, selon les chiffres du ministre de l'Agriculture... Donc on peut faire profiter plus l'appareil de production local. On peut faire profiter l'appareil de production, faire en sorte que l'économie redémarre. Mais l'essentiel, c'est de passer de ces investissements dans l'infrastructure et dans le bâtiment, quoique le bâtiment, il faut continuer à investir, et aller vers le productif. Et c'est ça le problème. Est-ce que, avec la loi sur le code des investissements, est-ce que là est suffisant? Est-ce que le fait que l'on ait des ressources supplémentaires, est-ce que c'est suffisant pour relancer l'investissement productif? Il faut redémarrer la machine industrielle. Si on ne la redémarre pas, l'agriculture ne va pas suivre. On va importer des tracteurs.
C'est grave. On va importer du machinisme agricole. C'est des technologies très simples qu'on fabriquait, qu'on maîtrisait. On n'a pas investi. On a laissé les usines comme ça. On n'a pas laissé. Donc il faut revenir à l'investissement productif. Et c'est là le génie dont doit faire preuve le gouvernement. Est-ce qu'il va rester les bras croisés? Je ne vais pas au crédit extérieur. Parce qu'on a une manne. Non, c'est très important. On a une manne. Si on veut démultiplier le potentiel de cette manne par 4 ou 5 pour avoir une bonne croissance de l'investissement productif, il faut, pour tout projet, toute industrie qui exporte et qui se substitue à l'importation, je vais voir les investisseurs étrangers, je vais venir avec eux, construire des usines en Algérie avec eux et qu'ils me ramènent une part de leur financement. J'achète pas seulement leur technologie, leur savoir-faire, j'achète aussi une part de leur financement parce qu'il n'y a pas que l'investissement. Mais toi, tu as le sentiment que c'est une stratégie pensée, articulée au niveau de la présidence? Mais tu es obligé face à la situation. Mais ça, c'est oui, obligé. Est-ce que le gouvernement... Obligé, c'est le pompier, c'est pompier, c'est faire le pompier. Il ne peut pas faire le pompier toutes les 24 heures, il va pas... Non, il est obligé de réfléchir à de telles stratégies, à de telles visions du développement. Il ne peut pas faire autrement. Il est face à une réalité socio-économique. Elle est là. Cherchant les différentes solutions du problème, il y en a une ou deux sur tu sais, je sais pas, il va falloir que tu te réécoutes les dames, mais tu es en train de nous dire qu'Abdel Majid Tebboune et l'équipe autour de lui, Khellaf que tu as pratiqué au ministère de l'Industrie, ils ont le bon cap. C'est ce que tu es en train de nous dire. Ils n'ont pas un mauvais cap. Je suis sérieux. J'essaie de traduire ce que je dis. Mais c'est ce que je dis. Alors, en ce qui concerne C'est le ce cap. que je dis. Oui, tu donnes le bon cap. Oui. Quelle est l'autre solution face à la... Non, on ne parle pas que du volet soutien au pouvoir d'achat. On ne parle pas que de ça. Mais enfin, le soutien au pouvoir d'achat se fait aussi par la démultiplication de l'emploi, la réponse au chômage. Mais ça se fait pas. Et ça se fait par l'investissement productif et par l'investissement public. Par exemple, le bâtiment. Je dis que c'est une erreur d'arrêter le bâtiment. Aujourd'hui, tous les intrants du bâtiment, 95% sont produits en Algérie. Sont locaux. Donc, absolument. Et les entreprises sont locales. On est d'accord. Enfin, sont locales, non. On continue de faire appel aux étrangers. On fait appel aux étrangers pour la chipa. Mais si on veut réellement construire du bâtiment, les entreprises algériennes sont en mesure de construire. Hassan, je voulais te poser une question précise, mais je vais te la poser quand même. Ouais. Je vais te la poser quand même. J'imagine que tu veux. Je vais te la poser quand même. Parce que bon, tu as écouté Blan Abdelrahman al-Barah. Je vais te poser la question de savoir si tu as trouvé un noyau de politique industrielle de relance dans ce qu'il a proposé, parce qu'en dehors du bilan, si tu en as trouvé un, ça serait gentil de nous en faire bénéficier. Non, il n'y a rien. Et puis, je vais quand même te poser aussi une autre question. Le fameux programme de refinancement spécial PRS, il doit s'arrêter à un moment donné. Il est censé s'être arrêté cet été. Voilà. Est-ce qu'on peut espérer revenir à des liquidités auprès des banques publiques pour financer l'investissement? C'est juste pour ouvrir une fenêtre. Bon, mais voilà. Tu n'es pas obligé de commencer par ça. Non, je comprends. Bon. Il faut séparer les problèmes. Hein. C'est parce que si on continue à mélanger le pouvoir d'achat, l'investissement, etc., la problématique de l'investissement. La problématique de l'investissement, il y a des chiffres en Algérie sur l'investissement. Le chiffre que notre ami a cité, il est juste, mais c'est une moyenne. Le problème, c'est la tendance. Il y a une banque internationale, BNP Paribas, une des plus grandes banques du monde, qui a fait un rapport récemment sur la situation de l'économie algérienne. C'est une banque qui est présente en Algérie, même très présente en Algérie. Elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'entre 2015 et 2021, le taux d'investissement en Algérie, il est passé de 50%. En 2015, il était à 50%. Aujourd'hui, il est à 37%. Donc il a chuté brutalement au cours des dernières années. On sait pourquoi il a chuté brutalement au cours des dernières années. C'est essentiellement, c'est pas le fait des investissements de l'État, c'est essentiellement le fait des investissements du secteur privé. Les investissements du secteur privé ont été divisés par 2 entre 2015 et 2021. Les investissements. Intuitivement, on comprend très bien pourquoi, hein, c'est ce qui s'est passé, hein, c'est les opérations, bon, c'est la période qu'on a traversée, etc. Récemment, disons, l'investissement privé est passé de
18% du PIB à 9-10% du PIB. Donc il a diminué considérablement. C'est ce que vous appelez la formation brute de capital fixe. La tendance, aujourd'hui, c'est une tendance à une baisse brutale du taux d'investissement. Donc on investit de moins en moins en Algérie, il y a même une panne de l'investissement. Alors l'investissement, pardon. Est-ce que Ben Abdelrahman nous a dit comment il compte le relancer non, il ne parle pas du tout de ça. Il ne parle pas du tout de ça. Il ne parle pas de ça du tout. Monsieur Ben Abdelrahman n'a parlé hier que de pouvoir d'achat, de soutien du pouvoir d'achat, de soutien des salaires, de soutien des retraites, d'aide sociale, etc., aux différentes catégories, etc. La problématique de l'investissement et la problématique de la diversification de l'économie, elle n'est pas abordée, elle n'est quasiment pas évoquée. Elle est passée complètement. Une parenthèse, s'il vous plaît. Hassan, il veut faire Oui, il te laisse faire les parenthèses. Justement, je lui demande cette parenthèse. Oui. Déjà, ce taux de 37 à 45% d'investissement de part de PIB, il est énorme, il est peut-être unique actuellement dans le monde. C'est pour ça qu'il ne faut pas... Et je ferme la parenthèse. Moi, je demande à regarder dans le taux. Juste, il termine sa pensée. Juste une seconde. Unique au monde. Ma question... Ce 37%-là, pour l'essentiel, c'est de l'investissement. Et là, il a raison. C'est pas de l'investissement productif. C'est de l'investissement dans les infrastructures économiques et sociales. On va reconduire le tronçon de budget de l'État. L'autoroute qui n'a pas encore été terminée, on va le reconduire comme d'investissement. Alors, la réponse à ta question... La pénétrante de Djindjin va continuer à être dans l'investissement. La pénétrante de Tizi Ouzou va être... Voilà. Donc il y a un problème avec le chiffre. Évidemment qu'il y a un problème avec ces chiffres. Oui, Ali. Non, ce que je voulais dire, c'est que la problématique qui se pose, ce n'est pas le taux d'investissement donc ramené au PIB avec une part publique, une part privée. C'est l'action où est l'effet de levier sur la croissance. Un investissement public, un taux d'investissement public doit se refléter, même avec un décalage de quelques années, sur un taux de croissance. Donc, s'il n'y a pas un relais de croissance par ces investissements-là, ça veut dire que ce sont des investissements inefficaces. Là où le problème de l'Algérie, il est là. C'est l'inefficacité de l'investissement public. On a des investissements publics qui sont des investissements concentrés sur les infrastructures économiques et sociales. Ce ne sont pas des usines, c'est des écoles, un investissement d'infrastructures entraîne la création d'une usine. Donc, en fait, le rôle de l'État. Ça devrait, mais le rôle de l'État, c'est pas de posséder des usines, c'est de programmer justement ce genre d'investissements qui sont d'infrastructures pour que ça entraîne justement de l'investissement privé, public, productif. Ça n'entraîne pas. Dans les faits, ça n'entraîne pas. Et ça n'entraîne pas, réponse à Hassan tout à l'heure, ça n'entraîne pas aussi pourquoi? Parce que les banques ne suivent pas. Et pourquoi les banques ne suivent pas? Pourquoi l'investissement privé est en chute libre? Parce que les banques ne suivent pas. Pourquoi les banques ne suivent pas? Pourquoi les banques ne suivent pas? Il faudrait qu'il y ait des chefs d'entreprise qui aillent à la banque demander un crédit. Non, excusez-moi. Parce qu'il y a eu programme, parce qu'il y a eu l'effet d'éviction que nous a signalé Mohamed. L'effet d'éviction, c'est-à-dire que les banques, au cours des derniers mois, des dernières années, elles ont utilisé leur argent pour acheter des bons du Trésor. On leur a demandé d'acheter des bons, surtout les banques publiques. Elles ont acheté des bons du Trésor. Je suis d'accord sur ce constat. Elles ont prêté de l'argent à l'État. S'il vous plaît, elles ont prêté de l'argent à l'État. On est en train de parler d'un phénomène structurel de l'économie algérienne qui dure depuis un bon moment, bien avant ce mécanisme de rachat de bons du Trésor. C'est un problème structurel. Le problème structurel de l'inefficacité des investissements donc, et de l'inutilité de discuter du ratio lui-même qui est important mais qui ne donne rien sur le terrain en termes de croissance, il est dû au fait, c'est un problème de gouvernance. Si moi j'investis 1 pour avoir sur le terrain 0,2 de réalisation, que 0,8 foute le camp, je suis désolé, on n'aura jamais de croissance. Le problème est fondamental, c'est cette évasion de richesse. Attendez. Excuse-moi. Il faut préciser que Attendez, c'est justement, l'évasion de richesse. Une partie de l'évasion de la richesse, c'était identifié comme étant ceux qui interviennent. Ceux qui interviennent font de l'évasion. Non, pas. Ils sous-déclarent les grands projets, les frères Kouninov, les Haddad et d'autres. Pas que. C'est une partie de l'explication. Peut-être les entreprises étrangères le faisaient aussi. Et donc ça nous coûtait très cher. Ça nous coûtait très cher. Ce que je veux dire, c'est que l'une des forces que réclame dans son bilan cette équipe qui est depuis la fin de 2019 en place, donc autour de Tebboune, c'est d'avoir traqué ce type de pratique. Je reviens pour preuve la division par 3 du nombre d'importateurs. Mais oui, c'est rien du tout ça. Voilà. Donc dire qu'aujourd'hui, quand un dinar public est investi,
ce qui génère comme intervenant est aujourd'hui beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus maîtrisé, beaucoup mieux régulé. Je me fais le rapporteur du discours officiel. Donc il y a moins, mais l'efficacité c'est pas ça. Tiens le chiffre le chiffre qu'il a donné cette semaine sur le coût du retard et de la malfaçon dans les investissements. C'est là qu'il faut regarder. C'est pour qu'il précise sa pensée. Est-ce que ça va pas mieux de ce côté-là? Il a donné un chiffre de 80 milliards de dollars. Non, 20 milliards de dollars. 20 ou il y a 80, je ne sais pas. Enfin, il a donné sur une longue période un chiffre de 80 ou de 20. Mais ça, c'est dû, comme l'a dit, à l'inefficacité dans l'investissement. C'est de l'absence voulue. Hein. Ce n'est pas une absence que l'on ne maîtrise pas techniquement et scientifiquement. C'est l'absence de l'appel à la gestion de projet, à l'assistance à maîtrise d'œuvre, à l'assistance à maîtrise d'ouvrage. On a détruit l'engineering algérien parce que l'engineering n'est cher qu'avant l'accident, et l'engineering prévoit le respect du budget, le respect de la qualité, le respect des délais, le respect de la préparation à l'exploitation, donc une efficacité réelle. Donc, pour te dire, j'ai enquêté, c'est la gestion de projet et l'assistance à maîtrise d'ouvrage n'est même plus enseignée ni dans nos écoles d'ingénieurs, ni dans les écoles d'architecture, ni dans les écoles de management, alors que c'est la base de l'outil de développement. Le défi américain de 1966 de Jean-Jacques Servan-Schreiber, c'était quoi? Il disait l'écart entre les États-Unis et la vieille Europe, c'est la gestion de projet, c'est le project management. L'Europe a rattrapé, nous on a essayé, on a constitué des entreprises pour pouvoir ça, mais avec le système qui s'est mis en place avec déjà Asmo Brahimi, puis qui a été encore accéléré du temps de Bouteflika, plus d'engineering, plus de gestion de projet, plus d'études approfondies pour les projets. On fait des études de faisabilité pour bancariser le projet, mais pas pour le réaliser techniquement et réellement. Et donc, on se trouve avec des déficits et de l'incompétence. Voilà, donc, notre inefficacité dans l'investissement. La problématique de l'inefficacité technique, je dirais, dans l'investissement. Oui. La problématique de corruption liée à l'investissement. Et la troisième problématique, qui concerne les banques aussi, c'est le poids des créances douteuses et non performantes, d'une manière plus, je dirais, light, le poids des créances non performantes dans le bilan des banques. Parce qu'aujourd'hui, les banques, et notamment les banques publiques, traînent un lourd fardeau. Elles traînent un lourd fardeau parce qu'elles sont obligées de financer, elles ont été obligées de financer des entreprises publiques d'une manière totalement inefficace. Il y a des sommes que je ne peux pas avancer des chiffres, mais c'est monumental de ce qui a été injecté dans le secteur public depuis 10 ans. Moi, je ne suis pas contre qu'on injecte de l'argent dans le secteur public, mais il faut que ça revienne, mon ami. Il faut qu'au bout de 7-8 ans, l'argent revienne. Et là aussi, on n'a aucun retour sur investissement. La situation des... Vous connaissez le chiffre des créances des banques publiques sur l'État et des entreprises publiques. Dans le portefeuille des banques publiques, 65% des créances sont des créances sur l'État et les entreprises publiques. Voilà, ça illustre bien ce que je veux dire. Ce que nous avons appris la semaine passée par le rapport sur 2021 et 2022, demandé et réalisé par notre expert, notre ami Rachid Sekak, oui. Il déclare que nos banques ont provisionné leurs créances douteuses et elles ont reconstitué leurs fonds propres. Et elles disposent de ressources. Donc nos banques ont gagné de l'argent au cours des 3 dernières années ou 4 dernières années. Je ne sais pas comment. Si, on sait comment. C'est un différentiel de rémunération entre les taux qu'elle achète. On sait comment. Elles ont fait leur métier. On les accuse. Non, ce n'est pas de l'écriture seulement. On les accuse d'incompétence. Elles ont su se reconstituer et redevenir. En 2 mots. Est-ce qu'aujourd'hui, ces banques sont en mesure d'accompagner le développement, oui ou non? Qu'aujourd'hui, parce qu'on dit, j'ai dit, on sait comment, on va l'expliquer quand même à nos amis auditeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, un banquier, je suis sérieux dans ce que je dis, sur un coup de téléphone de monsieur X ou Y,
il débloquait 5 ou 15 ou 20 milliards de dollars. Aujourd'hui, avec un bon dossier ramené, soit par une entreprise publique, soit une entreprise privée, est-ce qu'aujourd'hui, ce banquier va faire preuve de la même célérité, va donner le crédit pour l'investissement? Bon, alors J'en doute aujourd'hui, il pose le code sur le dossier. Moi, c'était pas le sujet, mais bon, Oui, mais- juste en un mot pour les amis auditeurs. J'ai pas terminé mon intervention. Je voulais expliquer le différentiel j'étais qui permet aux banques publiques de reconstituer leurs fonds propres, mais c'est peut-être trop technique. Regarde, là, pour clôturer ce que je voulais dire tout à l'heure en 2 mots. Le maillon manquant aujourd'hui, ou bien la patte manquante à l'attelage, c'est le fait qu'on est en train de continuer à construire des politiques publiques en les indexant uniquement sur le cours du pétrole. Et on est dans le débat, c'est 80, c'est 90. Allez, Hassan, le gouvernement aujourd'hui, il est en train d'occulter, et Hassan Haddouche vient de le dire, qu'est-ce qu'il y a sur les éléments de réforme dans le discours de politique générale? Qu'est-ce qu'on est en train de transformer exactement? C'est l'action que je posais en off tout à l'heure. C'était ma question. Et d'ailleurs, vous m'avez. D'ailleurs, Hassan. Une nouvelle fois. Hassan, Voilà. Hassan, c'était ma question. Je vais dire tous les, c'était ma question. Je vais peut-être devoir proposer à Amir Abouraoui de la poser demain dans le café presse politique, parce qu'ici, je suis déçu. C'était, est-ce qu'il y a une stratégie ou est-ce que c'est du bricolage politique pour faire le deuxième mandat? C'était ça, en gros, la question. Alors, Hassan Reda a dit ils sont bien orientés. Il va assumer ça devant l'histoire. Hassan a dit, j'ai cherché dans ce qu'a dit Ben Abdelrahman, successivement à ce qu'a dit son patron, face au Wali, il n'y a que, en gros, la défense du pouvoir d'achat. Mais c'est pas du bricolage. Ma question, C'est c'était, de la est-ce que... politique. Des gens font de la politique en face de toi. D'accord. Ils font de la politique, ils savent qu'il y a un deuxième mandat qui arrive, ils vont pas se suicider, les gens. Ils vont gérer le politique. Mais c'est bizarre parce que ça ne dépend pas des gens. Les Algériens ne vont pas aller voter si c'est encore Tebboune qui se présente. On aura peut-être un peu plus de votants que le 12-12. Mais on sait très bien que ce n'est pas là que ça va se passer. Et qui va passer. On a une constitution avec quasiment un courant d'air dans les yeux. C'est pas ça qui est décisif. Donc pourquoi il serait. Je vais vous dire. Abdelmajid Tebboune pourrait faire la politique de Thatcher quand elle est arrivée en 79 en Grande-Bretagne. Et si les militaires veulent le faire réélire, il sera réélu quand même parce que ça ne dépend pas des urnes. Il faut être sérieux, ça ne dépend pas des urnes. Pourquoi il ne le ferait pas? Ma question c'est pourquoi il ne choisirait pas de faire cela? Non, j'ai pris exprès ce cas extrême. Pour me dire, Thatcher avait une base sociale. Elle a été élue. Arrêtons de parler de Thatcher. Voyons ce qu'on est en train de faire ici en Algérie. C'est même pas défense du pouvoir d'achat, parce que quand vous dites on défend le pouvoir d'achat, quand on est en train de, je veux dire, les chiffres d'inflation qui sont donnés officiellement qui ont été donnés officiellement hier par le Premier ministre, c'est un peu plus de 7% d'inflation en moyenne en 2021 et les produits alimentaires 10%, etc. Bon, ils sont probablement sous-estimés. En tout cas, par rapport au ressenti des gens, c'est sous-estimé. Bon, moi j'ai lu des chiffres assez différents. C'est plutôt une moyenne de 10% avec une augmentation des prix des produits alimentaires de l'ordre de 15%, en particulier en 2022. Je pense que c'est plutôt ces chiffres-là, les vrais chiffres. Bon, et ils traduisent assez bien le ressenti des gens. C'est-à-dire que l'État a fait des efforts. Il a augmenté les salaires, les salaires des fonctionnaires, point indiciaire. Il a augmenté les retraites, entre 2 et 10% suivant les tranches de retraite. Et il a créé une allocation chômage, etc. Bon, très bien, il a fait un effort. Mais ces augmentations ne compensent pas le rythme de l'inflation. Donc il y a une baisse de pouvoir d'achat des gens. Elle est ressentie depuis plusieurs années par les gens. Les gens ressentent une forme de marasme économique, d'appauvrissement, etc. C'est clair, et c'est traduit dans les chiffres. Bon, l'État ne protège pas complètement le pouvoir d'achat des salariés et des gens, il essaye de sauver les meubles, plus ou moins. Bon, ce qu'il est en train de faire en plus, c'est plus que ça, il fait un espèce de saupoudrage général. C'est-à-dire qu'il est en train d'élargir, si vous voulez, le spectre des bénéficiaires de la dépense de l'État. C'est-à-dire que, et ça c'est très très important, hier le ministre des Finances,
le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, a donné un chiffre très très important. Il nous a dit que maintenant, il y a 1 900 000 bénéficiaires de l'allocation chômage. Ça monte. Bon, et ça augmente très vite, ça continue à augmenter très vite. La dernière fois, on nous a dit 1 400 000. Ça veut dire qu'on va dépasser 2 millions. Bon, alors ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire encore une fois, ça veut dire qu'il y a 3,5 millions de fonctionnaires, 3 200 000, 300 000 retraités, etc., dont la moitié des retraites sont payées par l'État, plus maintenant 2 millions d'allocataires chômage. Ça fait 9 millions de personnes qui tirent directement. Et ça fait 9 millions de personnes qui tirent directement leurs revenus du budget de l'État. Du budget de l'État. Alors, on parlait des forces de sécurité. Vous avez la réponse à la question que vous posiez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? L'argent, on est en train de l'utiliser massivement. L'argent qui est procuré par la rente pétrolière, on est en train de l'utiliser massivement pour soutenir le pouvoir, dans un saupoudrage qui consiste à soutenir le pouvoir d'achat. Alors, de la parmi population. les instruments utilisés par le président de la République, il l'a assumé et cité, pour soutenir le pouvoir d'achat, c'est la politique monétaire. Il a dit que le dinar serait soutenu pour éviter que l'inflation importée n'affecte encore plus les Algériens. Je crois que c'est la première fois qu'un président de la République, Abdelaziz Bouteflika, n'a pas beaucoup parlé depuis Ça fait longtemps 2005, qu'il ne s'est pas exprimé. Donc c'est pas en tant que président. Pas beaucoup parlé, il ne parlait pas de ces choses-là. Mais bon, on passe sur la confusion des rôles. Abdelaziz Bouteflika n'est pas le gouverneur de la Banque d'Algérie, il n'avait pas à dire ça. Mais bon, il faudrait que quelqu'un dans son entourage lui explique qu'il ne doit pas le dire. Même si c'est la politique qu'il souhaite, voilà, il ne peut pas dire je vais baisser le dinar ou je vais augmenter le dinar. En principe, s'il doit respecter la loi, ce n'est pas à lui de le dire. Mais là, ma question, c'est est-ce que c'est bien ou c'est pas bien de réapprécier le dinar dans le contexte. Je commence par l'État qui est plutôt favorable. Moi, je ne vais pas me contredire. J'ai toujours dit que pour mener une politique de développement réel et efficace, parce qu'on est d'un pays sous-développé, on a un écart terrible en termes d'investissement productif, en termes d'investissement dans l'agriculture, en termes d'investissement dans le tourisme et les services. Donc, pour pouvoir avoir un climat d'affaires sérieux, rassurer les entrepreneurs, rassurer les entreprises, la première des choses, c'est maintenir la parité de la monnaie, une stabilité. Dans toute l'histoire économique nous dit qu'à chaque fois qu'on doit mener une politique de développement intense pour rattraper le retard et développer, on stabilise. Aux gens qui disent ça subventionne, ça soutient les importations. On stabilise. On stabilise la monnaie. Oui, mais la première des choses, quand on stabilise la monnaie, ça veut dire que on rassure l'investisseur, on lui redonne confiance. Ça, c'est le climat de confiance. Ça veut dire que c'est pas... La question, c'est on stabilise la monnaie à quel taux? Mais au taux actuel ou au taux réel de notre économie. Il était aberrant, il chauffe. L'aberration qu'on avait. Pourquoi j'étais contre? On a une gestion archaïque du budget, même une gestion, si tu veux, pernicieuse, puisqu'on permettait à tous ceux qui étaient dans l'informel et qui s'organisaient pour être dans l'informel, d'échapper à leurs obligations budgétaires, à leurs obligations fiscales. Et donc, on compensait ça, cette insuffisance de la gestion budgétaire, par une dévaluation systématique et régulière de la monnaie pour augmenter à travers la fiscalité pétrolière les ressources pour essayer d'équilibrer artificiellement le budget. Et ça allait à l'encontre des valeurs, à l'encontre de l'enseignement de l'économie et à l'encontre de l'économie algérienne. Parce que c'est une économie qui a besoin de croissance, et une croissance forte. Et là, tu vas contre la croissance. C'est pour ça que je disais, arrêtons la dévaluation, et je le dis depuis... Je l'ai même dit à la télévision, en direct, en novembre 2013. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait presque 10 ans. Et on a continué à détruire l'économie productive, je dis bien l'investissement productif. Là, vous aviez tort en 2013, vous avez encore tort aujourd'hui. Et je vais avoir tort demain, si tu veux. C'est ça. Je te permets de le dire, mais je te permets de le dire. Mais bon, on la retient dans le découpage, dans les shorts, celle-là. Je considère que reprendre la confiance, c'est éviter la fuite devant le dinar. Éviter. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens font de la surfacturation
Et au lieu d'investir dans le productif, ils investissent dans... Peut-être que la surfacturation, c'est parce que justement le dinar officiel est trop bas. Ils investissent, ça les arrange. Ils investissent dans Square pour Saïd. Ils ramassent... Mais justement, mais ça veut dire que le dinar... Il y a beaucoup de gens... Quand tu dévalues le dinar, le second marché, l'écart est toujours, ils font du 30 à 40% minimum. Si ce n'est pas du 50%, et dans l'informel. Et qui est-ce qui paye? C'est le pouvoir d'achat du citoyen, c'est le chômeur qui ne trouve pas de job. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui sur la part dans la part capitalistique, je dirais, du marché informel dans l'économie algérienne? On le sait. On sait que c'est 80-90 milliards de dollars. C'est ce qu'on dit comme chiffre, ce qui est effarant. C'est important. Qu'est-ce qui est derrière ce marché informel? C'est le marché informel de la devise aussi. Oui. Donc, qui est important. Partant de ce principe-là, la vraie économie, elle est à mi-chemin entre ce qui est administré par l'État et ce qui est dans le réel de l'informel. La vraie valeur du dinar, elle est quelque part entre les deux. La vraie valeur. Donc, moi, je suis d'accord avec toi pour cette notion de stabilisation monétaire, mais à quel prix? Sur la vraie valeur. Pas sur la valeur administrée, ni sur la valeur du square non plus, parce que c'est une valeur de spéculative. On est bien d'accord que c'est une valeur spéculative. Il y a quelque chose entre les deux. Aujourd'hui, il y a eu une petite réévaluation du dinar par un effet mécanique de hausse des prix du pétrole, encore une fois, parce qu'on est en train d'indexer les choses uniquement pas par rapport à l'économie réelle. L'euro, il a un peu baissé, là, il est en train de remonter au square. Ça veut dire que l'économie réelle est encore en situation de tension sur la demande vis-à-vis de l'euro. La question, c'est les fondamentaux. Comment on crée une dynamique de croissance? Il faut libérer l'économie, il faut libérer l'investissement. Il faut que les gens puissent accéder à de la devise pour pouvoir... Donc cette devise-là à 140, moi, je ne la vois pas, je ne la touche pas. Un investisseur ou un opérateur économique, il ne la voit pas, sauf c'est dans les arcades du système, parce qu'aujourd'hui, on voit bien l'effet d'éviction et on voit bien l'effet d'asymétrie dans l'accès à la ressource. C'est toutes les années Bouteflika, c'est ça. Donc on est dans un faux 140. Le 140, il est faux pour moi. Je ne dis pas que c'est 140 dinars pour 1 euro. Évidemment, mais les gens vont comprendre très vite. Quand on dit 140, on parle du taux de change. Le 210 ou le 209 aussi, il est faux. Je suis d'accord parce que c'est du spéculatif. C'est quelque part au milieu. Donc il y a une autre approche. Et l'autre approche, c'est de libérer, pas de fixer administrativement. Il faut sortir de la fixation administrative du taux du dinar. Ici, on a dit qu'il faut rendre le dinar convertible, faire ce qu'ont fait les Égyptiens. Qu'il faut donner. Les Égyptiens l'ont fait, ils s'en sont sortis. C'est une transition courte, peut-être 3 à 5 ans, pour aller vers une convertibilité du dinar. Et là, on aura la vérité du prix. Hassan Haddouche, le dinar convertible, c'est quand même un gros saut en avant. C'est un dinar qui va se rapprocher de la valeur du square. Moi, j'aime bien ce que nos amis sont en train de dire, mais je vous ai toujours dans. Il faudrait que si on était raisonnable, on ferait ça, etc. Mais ça fait un certain nombre de décennies. On n'a pas les bons gouvernants. C'est parce qu'on a choisi. On a mal choisi nos gouvernants. On n'est pas au pouvoir, donc on donne que des avis de consultants. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'est-ce qui se passe réellement dans l'économie algérienne. Alors, ce qui se passe réellement, c'est qu'au cours des dernières années, effectivement, il y a eu une dépréciation régulière, disons, du dinar par rapport au dollar. C'est par rapport au dollar qu'on fixe. C'est vrai que le dinar, il est indexé sur le dollar en réalité, et indirectement sur la rente pétrolière, évidemment. Donc, là, actuellement, il est je veux dire, on est à un dollar pour 141 dinars au taux de change officiel. Donc là, il y a une dépréciation assez importante au cours des dernières années, qui était une bonne chose. Elle semble avoir été freinée au cours des derniers mois à cause de l'augmentation des recettes pétrolières. Maintenant, ce qui se passe par rapport à l'euro, ça n'a rien à voir. Ce qui se passe par rapport à l'euro, c'est-à-dire le fait que l'euro était à 160 dinars il y a un an et qu'aujourd'hui il est à 140, ce n'est pas une réévaluation du dinar, c'est un effet mécanique de l'augmentation du dollar sur les marchés de change internationaux. Donc,
Le résultat des courses aujourd'hui, c'est quand même qu'on a sur le marché algérien, on a deux monnaies. Hein, on a deux monnaies. On a la monnaie officielle et puis la monnaie réelle, celle du marché parallèle. On a 2 dinars. On a un dinar à 140, un dinar officiel avec un euro pour 140 dinars, et puis un dinar sur le marché parallèle avec 1 euro pour 210 dinars. Entre les deux, donc, le différentiel est en train d'augmenter. Le différentiel est en train d'augmenter, c'est l'indication, il est à 50%, alors que c'est vrai, il était descendu à 30%. Dans les années que M. Amani n'aime pas, il était descendu à 30%. C'est-à-dire qu'on avait commencé à avoir une certaine convergence des taux. Aujourd'hui, c'est en train de grandir. Bon, ça veut dire... qu'est-ce que ça veut dire que ce différentiel augmente? Ça veut dire qu'on a en fait une monnaie administrée, un dinar administré, qui est de plus en plus subventionné. Et ça veut dire, et quand on subventionne la valeur administrative du dinar, ça veut dire qu'en fait, on subventionne les importations, on encourage les importations. Ça veut dire que les importations ne sont pas facturées à leur prix réel. On a très bien compris, messieurs, donc de la stabilité pour le taux de change, mais la stabilité qui tient compte de la réalité du marché avec cette possibilité de convertibilité. On n'a pas eu le temps de développer, on pourra le faire dans une autre émission. On a un peu fait le tour et essayé de répondre à la question de savoir si le gouvernement, si la présidence, qui décide en réalité de la politique économique, était dans le droit chemin ou si elle se trompait. Par rapport à la conjoncture qui nous attend pour l'année prochaine, on parle des finances publiques et de la politique de la gouvernance des dépenses en Algérie. J'espère qu'on a réussi plus ou moins à faire le tour de cette question. On abordera d'autres questions dans 15 jours, il y en aura forcément, et avec probablement d'autres renforts dans ce plateau. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de continuer à nous consulter sur nos différentes plateformes, maghrebemergent.net pour l'information économique et Radio M.net pour l'information généraliste. Hassan, on n'a pas terminé, tu es sorti du cadre. Et de vous abonner, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube de Radio M. Et à très bientôt.